Depuis plus de 4 ans maintenant, nous avons vu la Russie faire quelque chose à laquelle, pendant la majeure partie de ce temps, l'Ukraine ne pouvait tout simplement pas répondre. La tactique était assez simple et pourtant dévastatrice. Un Su-34 russe montait en altitude derrière la ligne de front et larguait une grosse bombe planante. Une bombe soviétique non guidée dotée d'ailes déployables et d'un système de navigation par satellite. La bombe parcourait entre 50 et 70 km jusqu'aux positions ukrainiennes, en espérant qu'elle reste sur la bonne trajectoire vers sa cible. Mais pendant que ce bombardier faisait son travail, un deuxième avion russe, généralement un Su-35, tournoyait plus haut et plus en arrière, surveillant le ciel, prêt à punir tout chasseur ukrainien qui tenterait d'intervenir. Le bombardier bombarde, l'escorte protège. Cette division du travail était facilitée par le fait que la Russie maintenait un avantage numérique extrême en termes de nombre d'appareils déployés. Au début de la guerre, le rapport était de 10 contre 1 en faveur de la Russie. Les sources les plus fiables indiquaient que la Russie disposait de 1300 à 1400 appareils, tandis que l'Ukraine n'avait qu'environ 120 chasseurs à sa disposition. Et cela a permis à la Russie de pulvériser le côté ukrainien de la ligne de front avec des milliers de bombes guidées chaque mois. La réponse de l'Ukraine à cela a longtemps été limitée à l'utilisation de ses systèmes anti-aériens existants, ainsi qu'aux dons provenant de l'Occident. Dans les cas les plus extrêmes, elle devait inévitablement envoyer certains avions donnés, comme les Mirage 2000 et les F-16 dans le ciel pour détruire autant de bombes planantes que possible, ou au moins fournir un effet dissuasif. Mais à la mi-2026, l'Ukraine a commencé à avoir plus d'options. Et l'une des plus ingénieuses, c'est qu'ils ont renvoyé la balle dans le camp de la Russie en faisant la même chose. L'Ukraine a repris exactement le même mode opératoire qui a été utilisé pour l'user, l'a copié presque mouvement pour mouvement, et l'a retourné contre l'adversaire. Alors discutons de la façon dont cette tactique fonctionne réellement. Pourquoi l'Ukraine ne pouvait pas vraiment l'utiliser jusqu'à récemment? Et pourquoi cela va devenir un problème bien plus important pour Moscou qu'il ne l'est déjà? Maintenant, revenons un peu sur la tactique elle-même, car la description que nous en avons vient d'un endroit inhabituel. Le récit a été publié à la fin du mois de juin 2026 et proviendrait d'une chaîne Telegram russe appelée Commander Speaks ou Voivodar Broadcasts, qui pourrait avoir des liens étroits avec l'armée de l'air russe. Cette provenance est importante, car un blogueur militaire russe évoquant les tactiques ukrainiennes a tout intérêt à les présenter négativement. Et pourtant, ce que nous voyons ici correspond aux analyses et aux prévisions occidentales, ce qui signifie que cela porte davantage les signes d'une véracité avérée. Voici comment cela fonctionne. Les avions de guerre ukrainiens sortent en duo. Un avion vole bas et rapidement vers la cible, transportant une charge de bombes planantes de précision destinée à frapper les forces russes dans ou près de la zone grise. À l'approche du point de largage, il cabre brusquement pour monter. Cette montée est due à la physique, car une bombe planante n'a pas de moteur. Plus vous la larguez haut et vite, plus elle emmagasine d'énergie cinétique et parcourt de distance avant que la gravité ne la fasse tomber. Donc, le bombardier reste à basse altitude pour rester sous l'horizon radar, puis il remonte brusquement au dernier moment pour lancer ses bombes le plus loin possible. La physique derrière cela correspond à ce que la Russie utilise, du moins jusqu'à présent. Mais le problème avec cette montée, c'est qu'elle vous expose. Un avion à réaction volant près du sol est difficile à repérer et à abattre. Lorsqu'il s'élève pour larguer ses bombes, il devient visible sur le radar russe, et un chasseur en patrouille pourrait alors l'intercepter. C'est là que le deuxième avion ukrainien justifie sa présence. Le deuxième appareil, qui est généralement un F-16, reste en retrait à une certaine distance et plus haut, prêt à tirer un missile RR. Si un Su-35 ou un Su-30 russe fonce vers le bombardier, l'escorte tire. Dans le cas du F-16, ce missile est l'AIM-120 AMRAAM américain. Maintenant, cet AMRAAM pourrait ne pas vraiment abattre le chasseur russe. Les distances dans cette guerre sont longues, les chasseurs russes sont rapides, et un missile tiré de cette manière sert généralement à forcer une réaction plutôt qu'à abattre l'ennemi. Mais forcer une réaction est précisément le but, et c'est souvent suffisant. Un pilote russe qui voit un AMRAAM foncer vers lui doit rompre l'engagement, abandonner son interception et effectuer des manœuvres d'évitement. En quelques secondes, le bombardier ukrainien a déjà largué sa charge et rentre à la base. La source russe a également évoqué la conscience situationnelle des pilotes ukrainiens, notant qu'au moment où les chasseurs russes lancent leurs missiles, les Ukrainiens abandonnent et fuient le champ de bataille. Le pilote russe en train d'esquiver pourrait tirer à la hâte un missile R-37 ou R-77, mais à ce moment-là, les Ukrainiens sont généralement déjà en train de s'éloigner rapidement, tout en surveillant le missile en permanence. Donc, à ce stade,
La tactique d'escorte vise surtout à garantir un largage propre et une sortie sûre du bombardier, plutôt qu'à gagner des combats aériens. Et pour comprendre pourquoi l'Ukraine a tant besoin de ce bouclier, il faut parler de l'arme unique qui a le plus influencé la guerre aérienne au-dessus de l'Ukraine. Cette arme, c'est le R-37M, et c'est la raison pour laquelle les pilotes ukrainiens ont passé la majeure partie de cette guerre à voler le ventre presque collé aux cimes des arbres. Le R-37M est un missile RR russe à longue portée, transporté par l'intercepteur MiG-31BM, et de plus en plus par le Su-35 et le Su-57. Selon la source et la variante, sa portée est donnée entre 150 et 400 km, et il vole à environ 5 à 6 fois la vitesse du son. Maintenant, ces chiffres impressionnants doivent être pris avec beaucoup de prudence. La portée de 300 à 400 km suppose un lancement à haute altitude depuis un MiG-31 avec son radar puissant. Mais ici, le missile est tiré depuis un Su-35 avec un radar plus petit, donc sa portée pratique est considérablement plus courte. La version d'exportation, la RVVBD, est annoncée avec une portée allant jusqu'à 200 km, et cela correspond probablement davantage à ce que le missile accomplit réellement. Même la limite basse de cette portée dépasse largement tout ce que l'Ukraine a pu utiliser en riposte durant la majeure partie de la guerre. Le Royal United Services Institute, basé à Londres, a rapporté qu'aussitôt qu'en octobre 2022, la Russie tirait jusqu'à 6 R-37M par jour sur l'armée de l'air ukrainienne. Les pilotes ukrainiens ont indiqué que le missile abat rarement nettement une cible, mais ce n'est pas vraiment la question. Son rôle n'est pas forcément de détruire, mais de dissuader l'Ukraine de déployer ses propres avions. Tenter simplement de se défendre à haute altitude peut être potentiellement fatal face à des missiles RR longue portée, faisant du simple fait de prendre de l'altitude une décision potentiellement mortelle. Le résultat, c'est que ces pilotes de MiG-29 et de Su-27 ont été forcés de descendre à des altitudes où ils pouvaient utiliser le terrain et les échos du sol pour se cacher des radars russes et des têtes chercheuses de missiles. Là-bas, ils étaient plus protégés du R-37M, mais restaient exposés aux tirs du sol et aux bombardiers russes à bombes planantes qu'ils cherchaient à stopper. L'Ukraine a déjà subi une perte à cause de cela. À la mi-mai 2026, des chaînes Telegram de l'aviation russe ont affirmé qu'un Su-35 avait abattu un F-16 ukrainien près de Soumy à l'aide d'un missile longue portée de la série R-37. Si cela est vrai, ce serait la première fois qu'un F-16 ukrainien serait perdu lors d'un combat aérien, plutôt qu'à cause de tirs venant du sol ou d'un accident. Rien que cela vous montre le danger potentiel du R-37M, dans un endroit où le simple fait d'être détecté peut vous coûter la vie. C'est cette menace que la tactique d'escorte essaie de gérer. Ce qui nous ramène aux missiles entre les mains des Ukrainiens, et à l'arithmétique de qui peut toucher qui, et à quelle distance. Le F-16 est, à la mi-2026, le meilleur avion d'escorte dont dispose l'Ukraine. Il est équipé d'un radar moderne, d'un matériel de guerre électronique performant et de l'AIM-120, qui fait partie d'une famille de missiles similaires, mais pourtant très différents. Les anciennes variantes atteignent environ 75 km, tandis que la toute dernière version que l'Ukraine utiliserait, l'AIM-120 C8 ukrainien, porte cette distance à près de 160 km. C'est une arme redoutable. Mais la chaîne russe a également noté que l'Ukraine n'a pas toujours un F-16 disponible, alors elle improvise, en mélangeant et en adaptant. Un Su-27 de l'époque soviétique assurant la couverture aérienne d'un MiG-29, tous deux utilisant l'ancien missile R-27, ou même un Su-27 couvrant un autre Su-27. Le R-27 est bien plus ancien, et a une portée bien moindre, montrant comment l'Ukraine doit faire avec ses moyens. Et nous devons revenir aux statistiques du début de ce rapport. Malgré cette tactique, la Russie a toujours plus de bombardiers, et de chasseurs dans le ciel de la zone grise et largue bien plus de bombes. Il n'y a pas encore de parité aérienne ici. L'Ukraine a enfin trouvé comment contester l'espace aérien, qu'elle devait auparavant céder entièrement. Donc, la tactique est une solution de contournement, et ce qui la rendrait vraiment décisive serait un missile ayant enfin une portée supérieure à celle de la menace. Et il s'avère qu'un tel missile est en route. Il arrive à bord du Saab JAS 39 Gripen. Fin mai 2026, la Suède et l'Ukraine ont annoncé le plus grand lot d'avions de chasse occidentaux, jamais obtenu par l'Ukraine. La Suède fera don de jusqu'à 16 de ses Gripen C et D en service, le premier étant attendu début 2027. Tandis que l'Ukraine prévoit d'acheter jusqu'à 20 nouveaux chasseurs Gripen E et F, financés à hauteur de 2,5 milliards d'euros, soit environ
2,8 milliards de dollars provenant d'un prêt de l'Union européenne, avec des livraisons prévues à partir de 2030. Tout cela s'inscrit dans le cadre d'une lettre d'intention, signée en octobre 2025, laissant la porte ouverte à une flotte comprise entre 100 et 150 appareils. La Suède a été explicite sur le fait que le paquet comprend également des armements RR avancés comme l'Iris-T, l'AMRAAM et surtout le Météore. Le Météore est l'élément le plus important dans l'histoire que nous racontons. Au lieu d'un moteur fusée qui s'épuise en quelques secondes et laisse le missile poursuivre sur sa lancée, le Météore utilise un statoréacteur à poussée modulable qui continue de produire de la poussée. Cela lui donne une zone sans échappatoire beaucoup plus grande à longue portée. Saab indique officiellement une portée de plus de 100 km et rapporte qu'elle pourrait atteindre 200 km. L'Institut international d'études stratégiques a également qualifié le Météore de missile air-air le plus performant actuellement en service sur les avions de combat occidentaux. Mais voici pourquoi cela inverse la tactique d'escorte. Parmi les missiles disponibles pour l'Ukraine, seul le Météore possède la portée effective pour réellement menacer un Su-34, lançant des bombes planantes à 60 à 100 km derrière la ligne de front. Les AMRAAM sur les F-16 et les missiles Mika sur les Mirage 2000 français de l'Ukraine n'ont tout simplement pas cette portée dans les conditions réelles de la ligne de front. En pratique, si l'escorte ukrainienne tire un AMRAAM, cela fera surtout peur aux chasseurs russes, qui rompra alors l'engagement. Mais si un Gripen assurant la couverture aérienne est équipé d'un missile Météore, l'escorte peut alors réellement abattre le bombardier russe, qui largue les bombes planantes. Notamment, le Météore n'égale pas tout à fait la portée maximale du R-37M, mais il dépasse largement l'ancien R-27, surpasse même le tout dernier AMRAAM, et rivalise avec le R-77. Pour une force aérienne désavantagée en portée depuis 3 ans, c'est un changement majeur. Le Gripen est aussi crucial pour l'Ukraine pour des raisons dépassant le missile. Conçu durant la guerre froide, il visait à survivre au type de conflit que l'Ukraine mène aujourd'hui. Il peut quitter ses bases principales pour opérer depuis l'autoroute, avec une équipe réduite et des rotations rapides, en supposant que les missiles soviétiques auraient détruit ces aérodromes dès le premier jour. L'avion se connecte également directement aux liaisons de données de l'OTAN et dispose d'un radar et d'un système de guerre électronique plus moderne que ceux des anciens F-16 donnés. Mais une telle tactique requiert plus que des missiles. 3 éléments clés. Des missiles pour protéger les bombardiers, des avions et les bombes à larguer. Et ce qui rend l'été 2026 si important, c'est que tous ces éléments semblent devoir arriver en même temps, comme si les planètes s'alignaient. Mais avant d'entrer dans les détails, assurez-vous de vous abonner si vous voulez suivre l'actualité de The Military Show. Nous publions chaque jour des vidéos sur les événements marquants de la guerre en Ukraine et ailleurs. Revenons à les 3 éléments d'une mission d'escorte réussie. Les bombes planantes ont longtemps donné l'avantage à la Russie durant la guerre. Début 2025, la Russie larguait environ 3500 bombes planantes par mois, soit bien plus d'une centaine par jour sur l'ensemble du front. Le total mensuel a atteint un record de plus de 5700 en janvier 2026. Et la Russie a probablement largué environ 85 000 de ces bombes rien qu'en 2024 et 2025, alors qu'elle prévoyait également d'en fabriquer 120 000 en 2025. Les kits eux-mêmes sont d'un prix presque dérisoire, autour de 20 000 $ pièce, ce qui explique exactement pourquoi la Russie peut se permettre d'en utiliser autant. L'Ukraine ne peut pas égaler ce volume, étant donné que la majeure partie de son industrie militaire repose sur les drones. Mais elle n'a plus à repartir de zéro. Elle reçoit des bombes planantes américaines, y compris des JDAM à portée étendue. Et en mai 2026, l'Ukraine a dévoilé sa première bombe planante développée localement, transportant une ogive d'environ 250 kg, mise en service au combat via le centre technologique de défense Brave One. Plus de bombardiers ukrainiens, transportant plus de bombes ukrainiennes, signifie plus de sorties nécessitant une escorte, ce qui explique précisément pourquoi la tactique en binôme émerge en 2026, et non il y a 1 an. Deuxièmement, les missiles. Une escorte n'est efficace que grâce à l'arme qu'elle transporte, et les alliés de l'Ukraine renforcent cet arsenal. À la mi-juin 2026, le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a annoncé que l'Allemagne remettrait un nombre non divulgué, à 3 chiffres, de missiles air-air provenant de ses propres stocks. Outre les nouveaux systèmes de défense aérienne Iris-T, une aide de 400 millions de dollars pour des munitions de défense aérienne et 200 millions de dollars pour des missiles intercepteurs, Patriot Pack, 3 sont prévus pour l'Ukraine via des initiatives soutenues par l'OTAN.
Boris Pistorius, n'a pas précisé quels missiles seraient concernés. Mais les candidats évidents sont les AIM-9 et AIM-120 qui équipent aujourd'hui les F-16 ukrainiens, ou les Iris-T et Météor qui équiperont les Gripen demain. C'est la munition indispensable à la tactique d'escorte, livrée alors que l'Ukraine commence à l'utiliser sérieusement. Troisièmement, les avions de chasse. Voici où la Belgique intervient. Et son engagement est plus important qu'il n'y paraît. La Belgique a présenté un plan visant à remettre l'intégralité de sa flotte de F-16, soit 53 avions à l'Ukraine d'ici 2029 alors qu'elle passe au F-35. Le calendrier prévoyait 7 avions, en 2026, dont 3 seraient opérationnels, et 4 seraient cannibalisés pour des pièces détachées, puis 5 de plus, en 2027-14, en 2028, et 27 en 2029. Cela s'ajoute aux F-16 déjà promis par les Pays-Bas, qui en ont engagé 24 le Danemark avec 19 et la Norvège avec 6. La contribution de la Belgique à elle seule en ferait l'un des plus grands donateurs individuels de toute la coalition. Il y a juste un hic ici. La Belgique n'enverra ses avions que si elle reçoit les nouveaux F-35 qu'elle a commandés. Mais ces F-35 ont pris du retard, et la plupart des avions n'arriveront pas avant la fin de la décennie. Les 6 F-16 de la Norvège n'étaient apparemment pas tous arrivés en Ukraine en avril 2026 certains, étant encore en cours de rénovation en Belgique, et d'autres livrés en pièces détachées. Les chasseurs donnés, souvent vieux de décennies, exigent des mois, voire des années, d'inspection et de remise en état avant de pouvoir voler au combat. Et l'Ukraine a déjà confirmé la perte de 3 F-16 dans la guerre. Même si l'Ukraine reçoit des chasseurs occidentaux, ce sera une amélioration progressive, pas un changement soudain. Même si cette tactique fonctionne bien dans la zone grise contestée, l'Ukraine n'aura peut-être pas à s'y limiter bien longtemps. En juin 2026, une chaîne Telegram affiliée à l'armée russe a affirmé que l'Ukraine avait utilisé un nouveau missile américain, l'AGM-188 Rusty Dagger, pour frapper une usine de semi-conducteurs appelée Sobolka dans la ville russe de Voronej. Comme pour les autres affirmations des sources russes, cela n'a pas été confirmé par Kiev ou Washington. Mais l'arme elle-même est remarquable. Le Rusty Dagger est le produit d'un programme de l'US Air Force appelé ERAM, la munition d'attaque à portée étendue, qui a été lancé début 2024, avec un objectif clair, fournir à l'Ukraine une arme de frappe longue portée, abordable et produite en série, et le faire plus vite que les délais d'acquisition habituels ne le laissent penser. Le missile est un hybride entre un missile de croisière et une bombe guidée, dimensionné pour correspondre au gabarit d'une bombe standard Mk-82 de 220 kg. Tout avion pouvant transporter cette bombe peut en principe transporter le missile. L'élément important ici, c'est la portée annoncée, qui serait apparemment de plus de 930 km, lorsqu'on utilise une ogive plus modeste de 45 kg. Le premier lot de production de 840 missiles devait en fait être livré en octobre 2026, et l'Ukraine a été autorisée à en acheter jusqu'à 3350 au total. Donc, le début en juin 2026 implique qu'un certain nombre de missiles ont déjà atteint l'Ukraine, et sont probablement en train d'être testés sur des cibles réelles. La forme et la taille du missile sont également essentielles. S'il est compatible avec n'importe quel avion capable de transporter une JIJDAM, un seul escadron de 12 F-16 pourrait déployer jusqu'à 144 de ces missiles en une seule mission. La logique de plateforme flexible de la tactique d'escorte s'applique ici à plus grande échelle, passant de la zone contestée au cœur de la Russie. Le F-16 et le Gripen pourraient rapidement devenir de véritables couteaux suisses du ciel, capables de larguer des bombes planantes, d'escorter avec des missiles ou de lancer des missiles de croisière à longue portée, selon les besoins du moment. Cela ne veut pas dire que l'Ukraine a déjà gagné la guerre aérienne. La Russie garde la plus grande force aérienne, le plus de bombes et le missile le plus longue portée. Les Gripen n'arriveront en nombre que dans quelques années. Mais l'essentiel est que toutes ces pièces sont enfin assemblées. Et l'Ukraine dispose déjà d'un manuel de terrain sur la façon d'exécuter cette tactique et travaille sans relâche pour la perfectionner. Donc, une fois que toutes ces pièces seront arrivées, elle pourra de nouveau faire la une de l'actualité. Pour en savoir plus sur les Gripen et leur arrivée dans le ciel ukrainien, regardez cette vidéo. Et assurez-vous de vous abonner à The Military Show pour rester informé des développements les plus récents.